Il y a un fétichisme des doigts absolument incroyable dans ce jeu. Voilà. Mais j'ai été surnommé Babouche. Ceux qui ont joué à Elden Ring savent très bien les corbeaux géants, putain quelle merde. Et il commence à tirer, et son cou qui s'allonge, Et il arrache sa propre tête. sa propre tête. Moi, je suis le singe qui fait les flèches et le café. Donc, Oui. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table pour l'émission spéciale Halloween. Oui. On n'est pas costumé. Non, on n'est pas costumé. On a un thème un petit peu effrayant. On a un thème un petit peu Halloween. On a un thème qui va vous foutre les chocottes. Vous n'avez pas idée. C'est la bière du jour. Ah, la bière du jour. Ouais, ne pas si effrayante en plus, la bière Non. du jour, c'est la Martins Pale Ale. C'est avec une gentille capitaine de bateau, une bière d'Anvers. Oh, eh ben je prends. Nous allons goûter ça. Bien. Et pendant qu'on boit ça, je vous raconte une petite histoire. L'histoire de Octogone à Lyon. Ah. Mais d'abord, un petit santé. Mais j'ai quelques détails et quelques remerciements. C'est bien, fais gaffe, elle fait de la mousse. Ouais. Non, elle est bien. Alors, Octogone, c'était vachement cool, Octogone 2024, au cas où vous regardiez cette émission en 2026. C'était mon premier événement. Le 2025 n'existe pas. Non, non, et 2025 est effacé de l'histoire. Déjà, c'était ma première fois à Lyon. C'était la première fois que je faisais Octogone. Ce n'était que la deuxième fois que j'avais un stand dans un event après Troll et Légendes. Hein. D'ailleurs, je serai au prochain Troll et Légendes, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'était vachement bien. Donc je remercie évidemment ma femme qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a fait partie du voyage. Et on a rencontré beaucoup de monde. C'était vraiment chouette. Alors déjà, avant tout, je tiens à remercier tous les voyeurs et voyeuses qui êtes venus me voir. C'est super chouette. Et je sais que parfois j'ai l'air un petit peu bizarre. Je suis gêné. T'as l'air tout le temps bizarre. Je sais, c'est vrai. Mais je suis gêné quand on me remercie. Et j'ai du mal à renvoyer les compliments ou à vous remercier. Mais vous, franchement, je le dis toute honnêteté, vous êtes un public adorable. Vous êtes vraiment super. On m'a dit beaucoup de choses très, très émouvantes. Plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient commencé le jeu de rôle ou recommencé le jeu de rôle grâce à nous. Quelques personnes. Vous voyez, les gens là, il dit que vous êtes adorables, c'est parce que juste après, il va parler du Tipeee. Oui. Non, mais pour Octogone, moi je voulais juste dire, oui, désolé de ne pas avoir été là. J'essaierai d'y être l'année prochaine, mais cette année, pour moi, ça n'était pas possible. Et une personne qui se reconnaîtra, qui m'a donné un message extrêmement émouvant. Oui, je l'ai vu aussi, et franchement, ça fait bien plaisir. Et Goldo aussi. C'était très émouvant comme message. Et donc, moralité, voilà, c'était super chouette. Je sens que je vais oublier des gens, mais je vais remercier aussi tous mes collégionnaires sur place. Alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà juste à côté de moi? Il y avait Quentin de Synapse qui va bientôt revenir pour parler de Anime Was a Mistake. Il y avait Jadon, évidemment. On a fait ça en commun avec pour parler, parce que lui, il a fait son jeu de rôle dans le système des critiques. Il y a Cécile et toute sa bande, avec Girald, avec Olshad. Il y a qu'est-ce que j'ai oublié? Il y avait tous les gens à ma table. Il y avait Robin de Léviathan Édition, Cyril, le MJ masqué. Il y avait donc Predant de Blood Roll. Qu'est-ce que j'oublie dans mes joueurs? Dark Pampa. Voilà, c'était vraiment une occasion de rencontrer beaucoup de gens. Il y a les deux Gascons, vous êtes sûrement là, deux Gascons de C'est drôle, qui m'ont embrassé comme une vieille médaille. Je regrette de ne pas les avoir vus pour l'occasion. Voilà, Grimoire et Tentacule, Rollis TV, et voilà, et plein de gens. Je suis désolé pour ceux que j'oublie, peut-être que ça me reviendra au milieu de l'émission et je dirai vos noms. Mais voilà, c'était super chouette. Plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils s'étaient lancés dans YouTube grâce à nos vidéos, en se disant si ils peuvent le faire nous aussi. À cause de nos vidéos. À cause de nos vidéos. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser YouTube dans un état pareil avec deux clampins comme ça. On va faire mieux, on va améliorer YouTube. Voilà.
Il y a Maillard qui m'a dit que regarder l'histoire quand il est 20, c'était comme passer une soirée avec 2 potes. Voilà. Donc vraiment beaucoup de choses. Et je vais juste revenir avec mes petits achats. J'ai pas fait beaucoup d'achats, j'avoue, mais j'ai acheté Shadowrun Anarchy, donc les règles version narrativiste de Shadowrun. Vous n'attendez pas à une vidéo tout de suite parce que on a déjà tellement de trucs sur le feu. Ça va pas être pour maintenant, mais un de ces 4, on essaiera. Et aussi, dans le petit groupe qu'on avait avec Léviathan et tout ça, il y a Olivier Ranizio qui m'a vendu un Space Horror Story. Là, j'ai vraiment hâte de l'essayer, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment un petit jeu de rôle rapide à faire, petite préparation pour faire des one-shots dans l'espace avec des histoires d'horreur à la Event Horizon, Dead Space, Alien. Ouais, ça a l'air sympa. Tu m'as montré, enfin, tu m'as ouvert la boîte tout à l'heure. Ça avait l'air franchement, sympa. On va le tester. Dès qu'on a une soirée où on n'a pas tout le monde pour faire le jeu de rôle, on va le tester. Ça a l'air super chouette. Et voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour, j'espère. Merci. Ben, merci à vous. Je rougis. Ah non, alors, j'ai vu. Allez, place à Zone Geek maintenant. Place à Zone Geek. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, pour cette émission spéciale Halloween, on va vous raconter la suite de nos aventures de Elden Ring, donc le deuxième scénario écrit de main de maître par Gilus, qui s'appelle, je me souviens plus du nom du scénario. Il s'appelle Malade de corps et d'esprit. Malade de corps et d'esprit, une aventure de Kingdom of Death, en fait, on dit tout le temps. C'est Elden Ring. Ah oui, non, je confonds Elden Ring et Kingdom of Death. Ouais. Tu fais trop de jeux de rôle Dark Sombre. Hein, oui, c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu mon topo. Et donc, une aventure sur le thème des mouches, de la boue, du caca et du feu qui sort des yeux. Voilà, l'idée, c'était vraiment de vous détruire corps et âme. Donc, comme la dernière fois, ce scénario est disponible en PDF gratuitement. Vous pouvez trouver le premier et le deuxième scénario dans la description avec tous les documents des critiques. Et voilà. Donc, retour, résumé les épisodes précédents. Donc, on ne parlerait pas d'abord des personnages? Si on peut. Enfin, on peut résumer. Personnage. Ouais, bah voilà. Donc, notre petit groupe est composé du Berserker, qui est un sans-éclat. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est des sans-éclats et tout, machin... Retournez voir la première vidéo, ça fera plus de vues. Regardez la première vidéo. Enfin bref, les sans-éclats sont des espèces de... Morts-vivants, oui. Nous avons le Berserker, qui est joué par Gigi, qui est une grosse brute. Un géant d'acier qui écrabouille tout sur son chemin. Moustache, il joue le... le personnage s'appelle Ombre, mais il s'est trouvé un nom dont je ne me souviens plus maintenant. Je ne me souviens plus du nom qui s'est donné. Lui, il joue une sorte d'assassin, lui aussi sans éclat. Ouais. Nous avons Florian avec le prophète, qui est une espèce de prêtre mort-vivant. Ouais, prêtre guerrier comme ça, et prêtre dans le sens... prêtre qui fout des patates, quoi. Hein. Je veux dire, Elden Ring, c'est pas tu joues le personnage qui reste au loin, qui en soutient. Oui. Non, ça marche pas comme ça. Et puis, alors, dans le scénario précédent, nous avions Val qui jouait un fantôme. Un fantôme, voilà, oui. Dont je me souviens plus du nom, mais moi je l'appelais Bouffe-Tout. Et pour moi, son personnage restera toujours Bouffe-Tout. À la base, c'était un fantôme sans nom. C'était l'une de ses malédictions. Le personnage qui est masculin, donc c'est un homme qui avait oublié son nom. Et justement, à la fin du scénario précédent, en récupérant la rune majeure de la baronne Oxita, il est revenu à la vie et il s'est souvenu de son nom, qui est Sephiroth, je crois. Ouais. La. Voilà. Sephiroth. Et puis, last but not least. Le chouchou de tout le groupe et de tous les fans. Donc moi je joue un petit semi-humain, un petit monstre, qui est pour moi un chimpanzé avec un chapeau de cow-boy. Qui, je pense sur l'affiche, s'appelle Rig, oui, mais j'ai été surnommé Babouche par tout le monde. Et en fait je préfère mon nom de Babouche. Et je joue un espèce de petit Gollum, mais contrairement à Gollum, moi je suis sympa. Et je fais vraiment des trucs. Voilà, et tu es vraiment un artisan en soutien. Ouais. Et je peux améliorer les armes de mes compagnons, je peux fabriquer des flèches spéciales, je peux fabriquer des potions, je peux soigner. J'adore ce personnage. C'est l'une des premières fois, je crois, que je joue un personnage qui est comme ça, 100% artisan. Et je le referai dans un autre jeu, de jouer un artisan comme ça.
Ouais, c'est de cool. l'extrême. Ça me fait plaisir que ça t'ait plu. Et c'est vraiment le dernier personnage que j'ai fait vite fait. Je te Et jure, quand j'ai retourné, parce qu'on a pris nos personnages au hasard, quand j'ai vu ce personnage, je me suis dit, oh, celui-là, il a l'air génial. Et je n'aurais pas pu mieux tomber. voilà. Et donc, les aventures de Babouche, comment? Donc, on a sauvé... Donc, dans la dernière aventure, vous aviez trouvé une ville où tout le monde était en train de mourir de faim. Parce qu'on leur avait volé Parce que voilà, il y avait l'artefact qui leur permet de faire pousser du maïs et des radis. exactement le cœur d'airain. Et donc, vous êtes rentré dans le manoir de la baronne. Vous avez tué tout ce qui était sur votre chemin. On a, sauf le troll. Sauf le troll. Et vous avez réussi à tuer la baronne, récupérer le cœur d'airain que vous avez rendu au peuple joyeux. Rare moment de joie dans cet univers sombre. On a fait une BA. Et alors le maître de jeu avait l'air très étonné. Ouais. Il est vrai qu'au début, le berserker disait on n'a aucune raison de leur rendre leur objet. On n'est pas les gentils dans cette histoire. Il n'y aurait eu que lui, le cœur ne serait pas retourné chez les villageois. Et donc, l'aventure reprend juste après ce truc-là. C'est juste, je ne sais plus si je l'avais raconté dans la première émission. À la fin du scénar, quand on arrive avec le cœur d'airain pour le rendre à ces gens qui crèvent de faim, j'avais en tête la musique de Indiana Jones, c'est le temple maudit. Mais je l'avais dit, hein. Avec le en fait, c'est même pas que tu avais la musique en tête. J'ai mis cette musique-là à la fin du scénario parce que je savais que c'était exactement ça. Enfin, c'est un petit peu l'idée. Les sauveurs étaient arrivés. On reprend juste après. Oui, les aventures ne s'arrêtent pas là. Vous vous retrouvez sur un champ de bataille. Oui, on se retrouve sur un champ de bataille. C'est comme ça que ça commence. Et donc, c'est les guerres entre les demi-dieux. Pour moi, l'historique de Elden Ring est encore un peu flou. Ouais, j'ai essayé de vous transmettre un maximum. En fait, même ceux qui ont joué aux jeux vidéo, l'univers est flou. C'est comme tous les jeux. Il faut vraiment lire les comptes rendus de tous les gens qui ont tout lu, qui ont fait des parallèles. Univers, en fait, qui a été écrit par J.R.R. Martin, si vous ne le saviez pas. Ah oui, c'est J.R.R. Martin. Et je trouve qu'il a réussi... Au lieu d'écrire le dernier... Song of Ice and Fire. Voilà. Martin, on t'a à l'œil. Je trouve qu'il a réussi à créer une mythologie à l'ancienne, c'est une mythologie grecque ou nordique ou n'importe quoi, originale. Et j'aime vraiment bien ce qu'il a fait. Oui, mais en effet, donc vous vous retrouvez sur un champ de bataille qui est fini, où tout le monde est mort. Et il y a juste des types en train de ramasser les corps et les mettre sur des charniers en train de brûler. Et il y a quelqu'un qui vient voir, qui dit « alors les gars, ça va ?» Et les types couverts de cendres et de larmes commencent à vous attaquer au hasard. Et je vous dis aussi, il y a des corbeaux géants en train de bouffer les corps. Ceux qui ont joué à Elden Ring savent très bien les corbeaux géants, putain, quelle merde. Et vous arrivez jusqu'à une église en ruine. Oui, c'est pas là qu'on a rencontré la dame? Si, tout à fait. Où je vous raconte. Alors, simplification, sur le champ de bataille, vous récupérez tout votre équipement d'artisanat. Voilà. Ouais. Moi, je commence à crafter direct. Flèche explosive, flèche de glace. Et dans l'église, vous récupérez vos points de vie. C'est le principe des sites de grâce. Et il y avait aussi une plante. Ça, c'est un truc qui n'est pas dans le jeu, mais j'aime bien l'idée. Une grenade, pas explosive, pas the Holy Hand Grenade. Une grenade, le fruit, et chaque pépin vous fait récupérer un point de vie. Donc, vous avez une espèce de potion de soins ultra précise. Et en effet, la dame apparaît. Ben oui, et donc il y a une dame un peu bizarre. Enfin, de toute façon, tous les gens qu'on rencontre dans le jeu sont bizarres. Alors, je sais pas très bien comment... Je sais plus comment elle s'appelle, déjà. Elle s'appelle Mérina. Et donc, c'est un personnage que j'ai inventé. Dans ce deuxième scénario, j'ai fait beaucoup plus de références directes aux jeux vidéo. Parce qu'on commence à rentrer... Enfin, s'il y a un moment où je veux avancer l'histoire, ben, je dois commencer à mettre des personnages importants, des demi-dieux et tout ça. Mais votre dame n'est pas la dame du jeu vidéo, et je l'ai inventée, Mérina, qui a un masque de porcelaine blanc. Voilà, elle a l'air assez glauque, comme tous les personnages qu'on rencontre dans ce jeu, et qui nous dit que si on veut potentiellement devenir le roi d'Eldon, Seigneur d'Eldon, on doit avoir il faut être chevalier. Pour être chevalier, il faut avoir une dame
qui nous donne une quête. Enfin, il y a toute cette espèce de parallèle au chevalier de la table ronde. Et la dame vous permet aussi d'utiliser les runes pour augmenter vos caractéristiques. Et elle vous propose une voie vers la table ronde, qui est le lieu où se réunissent les 100 éclats qui sont bien partis pour devenir seigneurs d'Elden. Et donc, dans un premier temps, je crois que tout le monde ne comprend pas vraiment quel est l'intérêt d'avoir une dame. Alors, non seulement vous comprenez pas très bien les enjeux au début, mais en plus il y a un côté « Ouais, alors, elle est bonne ou quoi ?» Et non, elle n'est pas bonne, c'est Elden Ring, tout le monde a une tronche de cadavre. Il y avait vraiment un côté comme ça qui m'a pas mal déçu de certains joueurs. Mon cher Gilus, si j'avais été un humain, ça ne serait pas passé comme ça. Mais moi, je suis le singe qui fait les flèches et le café. Donc, oui. D'ailleurs, elle ne vous a pas montré son visage, mais elle vous raconte qu'elle est bel et bien la fille et la petite fille d'un demi-dieu, parce que son père-grand-père avait de la concupiscence envers sa propre fille, et elle est née de ça, et elle s'est mutilé le visage pour ne pas attirer sa concupiscence. Et c'est pour ça qu'elle porte un masque. Parce que, ça c'est une petite invention de ma part, je trouve qu'il n'y a pas assez d'inceste dans les histoires de divinité. De J.R.R. Martin, voilà. Ça n'arrive jamais. Non, et puis donc elle dit au groupe, bah oui, si vous voulez faire ma mission, il faut traverser un marais. Le marais de la contemplation. Le marais de la contemplation, donc là on se dit, ah. Et puis vous devrez survivre. Sortez les bottes. Et oui, et survivre à je ne sais quoi. Et je crois que la scène d'après, c'est la croisée des chemins avec la vieille. C'est ça. Donc en fait, parce que là, mon personnage va pouvoir briller. Ouais. En fait, donc le truc, c'est que l'idée étant vraiment de vous mettre face à une quête mortelle où vous devez vous sauver la vie à vous-même. Et donc, après avoir discuté quand même assez longtemps avec elle, où je vous balance quelques petits lore, quelques petits univers, et donc ouais, le groupe au final accepte cette quête et vous traversez un marais dégueulasse et horrible. Et il y a je sors des cartes dans lesquelles... Oui, je vois. Et donc, parce que tout ça, c'est avant le croisement. C'est avant le croisement. Okay. Ouais. Et donc, je sors des cartes, j'ai 6 cartes, et je vous dis, voilà, vous prenez chacun un truc. Et sur ces cartes, il y avait 2 effets possibles, plus ou moins graves à chaque fois, qui étaient la folie ou la maladie. Moi, je me souviens que Babouche, il finit avec 2 points de maladie. Et tu me dis directement, ben voilà, tu lui vires 2 points de ses... Tu noircis 2 points de vie. Voilà, 2 points de vie perdus de manière permanente. Quoi. Je me dis, ah, ok, d'accord. Bon. Sur genre tes 10 points de vie. oui, mais en même temps, sur le moment, je me disais, ouais, ça va, il y a moyen, mon personnage, il se bat à l'arc. Donc, je suis pas censé aller me faire taper au corps à corps. En fait, vous devez tirer les 2 pires trucs. Toi, le petit gars pas très solide, tu tires la pire maladie. Et... Le berserker, le gars qui n'a pas bien beaucoup en volonté, il tire la pire folie. Et là, quand il a tiré ça, je me suis dit, ok, son personnage il est fini. Il n'y a aucune chance. Il se serait passé quoi s'il était arrivé à 0 en vol? Eh bien, nous en reparlerons un petit peu plus loin. D'accord. Parce que donc, ce qui se passe, c'est que toi et donc Ombre... Mais Ombre n'était pas là, c'est pas lui qui a dû affronter les mains. Mais il l'a eu, oui, mais en fait, il l'a eu après. Parce qu'il est arrivé à la 2e séance. C'était pas Sephiroth qui avait aussi de la maladie? Je crois que Sephiroth a eu un petit peu de folie, je crois. Peut-être, je sais plus ce qu'il y a eu Sephiroth. Mais donc, ceux qui sont malades, c'était le Death Blight dans le jeu. Je ne connais pas le nom français parce que j'ai joué au jeu en anglais. Et donc, vous avez votre peau qui commence à devenir noire et il y a des épines qui sortent de ces endroits. Et ça a l'air de tout doucement s'étendre. Et ceux qui ont chopé de la folie, ils ont leurs yeux qui commencent à devenir jaunes, il y a des étincelles qui partent un petit peu de leurs yeux et ils commencent à perdre la raison. Et donc vous avez, voilà, d'où le titre, malade de corps et d'esprit. Ouais. Et là-dessus, roule Raoul, comme on dit, il faut aller à l'aventure. Et on arrive à une croisée des chemins où il y a une vieille dame décrépite qui nous sort son laïus. Une liseuse de doigts.
montrez-moi vos beaux doigts. Et en fait, vous lui faites une prophétie. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout capté, mais elle vous a fait une prophétie super importante. C'est vrai. Où elle vous a raconté que vous allez devoir faire 2 choix qui vont déterminer l'avenir du monde. D'accord. Les choix, ils ont été faits de la pire façon possible, mais tu verras à la fin de chaque quête. Et elle vous raconte en effet qu'ici, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui mène vers la colline rieuse et l'autre vers le marais de la Noire-Mort. Oui, mais surtout, elle a dans une cage le mangeur d'excréments. Le coprophage, le Dung Eater. Qui est un personnage que, malgré que je n'ai jamais joué à Elden Ring, j'en ai entendu parler, parce que visiblement, il a son fan club. C'est littéralement un guerrier de Nurgle. Voilà, qui bouffe de la merde et qui vénère l'entropie, le pourrissement et tout et tout. Et là, il est enfermé dans une cage. Dans une cage à corbeaux, donc là où on met les gens pour mourir sur les chemins, etc. Et notre babouche, je me dis, mais tiens, il faudrait que j'essaye d'avoir une interaction avec ce personnage. Il a l'air intéressant. Et puis, il s'appelle le coprophage. Donc, je vais arriver avec un cadeau. Alors, je dis, babouche va derrière un buisson, il prend une feuille, baisse son froc, il chie et il fait un petit paquet. Et je vais lui donner. Et là, Gilus, qui est trop content de pouvoir faire le coup qu'il voulait faire. Fais-moi un jet d'esquive. Fais-moi un jet d'esquive, le truc m'attrape, commence à me secouer en mode la destruction, nul ne peut. Enfin, je sais plus ce que t'as sorti. Ouais, il y avait tout un laïus sur le fait qu'il voulait vous corrompre. Ça avait un petit peu une connotation viol. Hein. Voilà. Et donc, qui voulait vous corrompre jusqu'à l'os. Et il te vomit dessus. Il me vomit dessus. Et là-dessus, toi, t'étais en mode, tu perds à nouveau un point de vie, tu augmentes ta maladie de 1. Et là, je regarde ma fiche, je suis en mode, Et puis, je vois que j'avais fabriqué juste avant de l'eau bénite. Et je dis, mais je me verse mon eau bénite, qui est assez puissante, sur ma tête. Et je me lave, et je me lave, et je me lave. Je sais pas si tu m'as refait faire un jet. Et alors, je crois que je voulais te faire un jet, et tu me dis, ouais, mais c'est un objet important et tout. Et je dis, ok, écoute, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais tu as réagi vite, et c'est une bonne idée. Donc, je dis, ok, tu arrives à nettoyer ce vomi, tu ne gagnes pas plus de maladies. Et voilà. Donc, l'eau bénite avait servi. Ne sortez pas sans, les amis. Évidemment, tout le groupe était en mode Oui. Ouais. Voilà, vous avez quelques interactions. Moquez-vous du pauvre babouche. Il y en a qui achètent des sorts à la vieille. Et tout le monde est d'accord pour dire on va aller voir la colline rieuse. Ça a l'air sympathique. Ouais. Et sur le chemin, vous rencontrez. Oui, il y avait un truc. Dans le scénario précédent, Moustache n'a presque pas participé, donc je m'étais débarrassé de son personnage en disant qu'il s'était fait choper par un oiseau. Et donc la séance suivante, on commence à cette intersection. Je lui raconte, ok, je vais te faire vivre tout en mode rapide. Tu t'es fait choper par un oiseau, tu as réussi à le blesser suffisamment pour qu'il tombe dans un champ de bataille, tu t'es fait poursuivre par des corbeaux géants, tu as rencontré la dame Mérina qui t'a donné le même principe, tu as traversé le marais de la contemplation, tiens, tire une carte, paf, t'es au croisement, il y a la vieille, il y a un type dans une cage, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré la petite fille bossue. Ouais. Donc, vous avez rencontré, si je me souviens, elle s'appelle Ria, qui est donc vraiment une jeune fille un petit peu décalée sur le côté, comme ça, et qui vraiment était là, mais je reviendrai vous voir à la fin pour vous faire un choix au nom de madame. Oui, parce que mais là, elle explique quand même un peu qu'il y a une autre dame qui s'intéresse au groupe, mais une dame qui n'appartient pas à la table ronde, qui est un autre truc. Donc on se dit, ah tiens, il y aura peut-être un choix. Au manoir du volcan. Et donc nous arrivons dans un village, ma foi, très sympathique. On est accueillis par un rat qui nous rigole à la gueule. Ça, c'est une scène. C'est en fait la première scène que j'ai écrite. J'ai écrit ces scènes avant d'écrire le scénario, où je voulais vraiment juste le jouer, où vous arrivez, donc je raconte, ceux qui ont joué à Elden Ring verront quel est ce lieu. Vous arrivez à un endroit avec une colline montante où vous voyez des moulins, vous voyez un village, vous voyez des gens qui ont l'air bien et tout. Et il y a un rat qui sort d'un buisson, qui vous regarde avec des grands yeux jaune feu et qui commence à faire Et ça, c'est dans le jeu. C'est pas dans le jeu. Ah, c'est pas dans le jeu. C'est mon invention. Et donc là, on se dit, Et
le but principal, c'était que ça fonctionne sur Florian, et ça a marché. Ça a marché, il n'était pas très... Et donc, oui, ce village a l'air bizarre. On voit que tous les habitants, ils sont en train de danser comme des malades mentaux. Ils ont des étincelles de folie qui leur sortent tous des yeux. Alors, je profite du fait que Val ne soit pas là pour dire « Ouais, Sephiroth, il est pris un petit peu dans le truc, il commence à danser avec eux. » Mais je sais plus comment l'action se lance, parce que nous on était en mode nous on veut aller à la cathédrale, enfin pas à la cathédrale, au moulin, c'était au moulin qu'on devait aller. Et en fait il y a un gros flash de flammes jaunes, une espèce d'œil de Sauron qui apparaît en haut de la colline, et là il y a tout le monde qui commence à se secouer, et ils prennent tous des faucilles, des bâtons, des fourches, et ils vous sautent dessus, et je dis voilà. Vous avez un village entier contre vous, qu'est-ce que vous faites? Et donc là, c'était, pour ceux qui ont joué, Resident Evil 4, le premier village. T'as tous les villageois qui veulent te buter, qu'est-ce que tu fais? Et je trouve qu'on s'en est bien sorti. Hein. Vous avez bien tiré. Moi, j'ai claqué quelques flèches explosives, vu que je suis un peu agile, je suis monté sur un toit. Mais comme je suis petit, moi j'ai grimpé. Moi j'ai grimpé parce que j'étais petit. Et donc, ouais, je pense que ce combat ne nous a pas donné trop de problèmes. Non, ça a fait ce que je voulais que ça fasse. Et on les a tous massacrés jusqu'au dernier. Oui. En fait, vous n'avez pas trop le choix. Ça a fait ce que je voulais que ça fasse, c'est-à-dire, ils vous ont quand même bien entamé. Et donc, en fait, tout le village avait des caractéristiques comme s'ils étaient une seule créature. J'ai fait des règles de nuée. En fait, le village fonctionnait comme une nuée de rats. Et ça a plutôt bien tourné. Et non, c'était chouette, je trouvais, comme combat. Évidemment, le but, c'était d'utiliser des trucs de zone. Et vous en sortez blessé, mais pas trop. Blessé, mais pas trop. Et je me souviens qu'il y avait des histoires de « Oui, mais est-ce que je lance ma boule de feu? Mais oui, mais t'es pas bien mis. » Mais on avait l'impression d'être dans Donjons et Dragons, quoi. Ouais, un petit peu. Et donc, nous allons jusqu'au moulin. Il y a une espèce de moulin-église comme ça, tout en haut. Ouais. Alors là, on se dit, c'est le boss final. Hein. Et là, un truc marrant, c'est que je me dis, bon, vous allez faire un petit peu le tour. Je m'imaginais, vous allez regarder par les vitraux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Je commence à préparer des demi-descriptions pour que vous sachiez pas trop. Et en fait, il y a Florian qui est là. Non, j'ouvre la porte. Ok. Et vous retrouvez face à l'évêque de la Flamme Exaltée, qui n'est pas un personnage techniquement dans le jeu, mais qui est une inspiration de plusieurs personnages, dont un personnage de l'extension que ceux qui ont joué reconnaîtront très vite. Qu'est-ce que tu te souviens du début? Il y a des rats aussi avec lui. Je me souviens qu'il a des rats et que le début du combat, je ne m'en souviens plus trop. Parce que j'étais en train de me dire, ok, voilà ce qui me reste comme objet. Donc, ce qu'il nous a dit au tout début, ça ne m'a pas frappé. Je suis même pas sûr qu'il vous ait dit un seul mot au final. On lui a sauté dessus en mode tu vas mourir, tu vas périr, saloperie. Et donc, c'était vraiment une espèce de moine avec un grand truc, grand vêtement blanc, immaculé. Et il avait des flammes jaunes qui sortent de ses yeux qui formaient une espèce d'auréole. Et il est ramé au début d'une simple épée courte. Oui. Et le début de ce combat m'a un petit peu perturbé en tant que maître de jeu, j'avoue. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le premier dans l'initiative, c'est Gigi avec son berserk, qui dit je le charge et je le tape. Et je dis ouais, mais il y a les rats entre deux, ils vont te faire des attaques d'opportunité, je m'en fous. Donc, les rats lui font rien avec ses grosses armures. Ça t'étonne de la part de Gigi de faire un truc comme ça? C'est pas ça qui m'étonne. C'est qu'il arrive, ok, je donne un coup. Et il fait une contre-attaque. Il a raté sa contre-attaque. Ok, donc il se prend un méga coup. Et donc le berserk de sa grosse hache, celui-là, il fait perdre la moitié de sa vie à mon boss. Oui. Ok, ça commence comme ça. Bon, ça va aller, il va s'en sortir. Et là, Gigi, il dit « Ouais, mais j'ai le truc qu'a fait ton personnage sur sa hache pour lui donner une attaque supplémentaire. » Oui. Ok. Pff. Il est mort. Et je me souviens encore avoir dit, nous deux, on a vraiment une malédiction avec nos boss. Soit les joueurs ont de la chance, ou alors on a mal foutu notre boss. Mais là, j'ai pu faire une très chouette scène. Bien sûr, puisqu'il avait deux formes.
Tu es très boss avec plusieurs formes ces derniers temps. En fait, ouais, c'est super les boss avec plusieurs formes. Ça permet vraiment de remettre des enjeux, d'avoir plein d'originalité, de surprendre les joueurs évidemment, et aussi d'un petit peu empêcher que les joueurs tuent un ennemi en un coup, parce que voilà, il tue la première forme et après il arrive à la deuxième forme. Ben, oui. Et là, je vous raconte qu'il fait ceci. Il est un petit peu à genoux et il prend à sa ceinture une espèce de bout de bois avec une chaîne au bout. Il mord dans la chaîne avec ses dents et il commence à tirer, et son cou qui s'allonge. Et il arrache sa propre tête. Il arrache sa propre tête qui devient la boule d'un fléau. Et à la place de sa tête apparaît une immense boule de feu jaune. Deuxième forme, avatar de la flamme exaltée. C'est là, parti. on s'est dit, ah, ok, d'accord. Et donc, oui, parce que j'ai vu qu'il y a un boss de Elden Ring qui fait plus. Je vous ai montré la cutscene parce qu'elle est trop bien. C'est Midas ou Minas, quelque chose, bref. Je sais plus. Et donc là, effectivement, on s'en est donné. Ça a été plus difficile, quoi. Ouais. Parce que déjà, Gigi, il avait utilisé son karma ou son mojo. Alors, ce que je comprends pas. Donc, je m'attendais à ce que le berserk de Gigi, j'ai eu plein d'occasions de vous faire des jets de volonté pour voir si vous preniez pas plus de folie pendant tout ce combat. Il y a un petit élément que j'ai oublié, c'est qu'à un moment, vous tombez sur une petite fille qui commence à rire. Oui. Elle commence à cramer. Elle a une combustion spontanée. Oui, c'est vrai, c'était en arrivant, j'avais oublié. Elle commence à brûler en riant. Et je vous dis, ok, faites-moi un jet de volonté bien corsé. Et vous avez réussi tous vos jets. Tout le monde a réussi. Ouais. Tout le monde a réussi. Et Gigi, il fonctionnait plus qu'avec un dé de volonté, je crois. Ouais, parce que plus tu avais de folie, plus tu avais de mal. Et il réussissait ses jets, il réussissait. Avec chance, à chaque fois, il avait genre 40% de chance de réussir. Et à chaque jet, il réussissait. Et j'étais très étonné qu'il tienne aussi longtemps. Et tant mieux pour lui. On a eu de la chance. Oui, moi, de nouveau, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce combat, si ce n'est que dans mon souvenir, c'était d'un peu plus longue haleine. Ouais. Non, là, vous avez plus de mal. Et j'ai quand même dû claquer beaucoup des objets que j'avais fabriqués en me disant, ouais, j'espère que j'aurai le temps et les ressources pour en faire d'autres. Parce qu'on savait qu'il y avait une deuxième partie au scénario. Il y a Florent avec son prophète qui arrive, qui utilise son sort de racine de sang, qui fait beaucoup de dégâts à tous les gens autour de lui, mais lui-même se prend des dégâts. Il y a quelques boules de feu qui sont parties, mais le gars, il était un peu immunisé au feu. Il y a Moustache avec son ombre, il fait des super attaques à l'arc. Vous butez les rats, vous butez le type qui finit par s'effondrer. Et il y a l'essence de la folie qui se libère. Exactement. Et donc, il y a... Déjà, vous gagnez un sort qui vous permet de soigner la folie. C'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as eu. J'ai dit, ça peut être n'importe qui. Et tout le monde a dit, ouais, ça c'est pour le petit singe. Moi, je suis le personnage de soutien. C'est un choix tout à fait logique, en effet. Et en effet, donc voilà ce que j'avais prévu. C'est qu'au moment où une personne devient fou sur la colline rieuse... Personne devient folle. Quand une personne devient folle sur la colline rieuse, ou au moment de la mort de l'avatar, il y a une scène qui se met en place. Et cette scène, c'est que vous avez une vision de la flamme frénétique, exaltée, qui est en fait qui est une des fins potentielles du jeu vidéo, qui essaye de vous agripper. Et donc, si jamais tu deviens fou, c'est une solution pour sauver ton personnage. Et comme vous l'avez tué, je dis voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous n'avez rien à perdre à refuser, mais la flamme exaltée arrive chez la personne la plus folle, c'est-à-dire Berserk, et te dit accepte-moi, tu seras mon élu. C'est juste que si jamais tu deviens seigneur d'Elden, tu vas détruire le monde. Point. Tu vas détruire les dieux, les hommes, tout. Et Gigi dit parfait. Oui, c'est vraiment l'expression. Il a fait parfait, c'est pour moi. Voilà, c'est génial. Donc maintenant, Berserker, que Babouche continue d'appeler maître depuis le premier scénario, il est un peu en train de devenir le seigneur de ténèbres. Et évidemment, il récupère le fléau avec la tête au bout, qui en fait
a beaucoup de chances d'apporter quelque chose de négatif, des points de folie. Sauf que lui, comme il est déjà l'avatar maintenant de la folie, il ne risque plus rien. Et donc, il a un super objet magique avec lui. Ouais. Et donc, là-dessus, Moment de repos. Voilà, moment de repos. Tout le monde est maintenant, on regarde un peu Berserker en mode, c'est bizarre quand même. Hein. Et en plus, il se met devant les rats et il dit maintenant, agenouillez-vous devant moi. Et je lui dis, ok, fais-moi un jet de commandement. Et en fait, ce personnage est plein dans la compétence commandement. Et donc, il fait un super jet. Et je dis, ok, les rats, ça agenouille devant toi. Maintenant, tu as des rats avec toi. Et pour finir, on les a complètement oubliés. Ils ne sont pas du tout intervenus dans les combats qui suivent. Ah, il y en a un qui aurait pu me servir de monture. Mais oui, complètement. Mais parfaitement, tout à fait. Mais, et donc, voilà, tout est bien qui finit bien. On a fait la première moitié du scénario. On a vaincu le Seigneur de la Folie. Mais reste le deuxième, le marécage de la maladie. De la noire mort. De la noire mort. Et là, Petit demi-tour, vous repassez, vous faites coucou au coprophage. Et là, je dois dire, j'ai failli te dire, je me fabrique des bottes. Et puis je me suis dit non. Mais en gros, il me semble que je t'ai dit que je me fabriquais des raquettes pour ne pas m'enfoncer dans la boue. Ouais. Parce que là, c'est vraiment le slog. C'est nos personnages marchent avec de la boue jusqu'à mi-cuisse. Ça pue le désespoir. Et tu te mets sur l'épaule de Berserk. Ah oui, je m'étais mis sur l'épaule. Et j'ai dit de temps en temps, il te regarde avec des yeux jaunes, il y a des étincelles qui partent. D'ailleurs, oui, à un moment, tu te mets sur son bouclier qui tient comme ça, et je sais plus si tu avais fait un échec critique ou quoi, mais je te dis, ouais, ok, tu fabriques ton truc, mais en même temps, tu as un peu de folie, de sa folie qui vient sur toi, et tu te prends un point de folie. Et la première rencontre, ce sont des moustiques. Et donc, nous rencontrons effectivement des nuées de moustiques. J'aime bien les nuées. Et je dois dire que les rares fois où j'ai vu le groupe vraiment paniquer, c'était face à des nuées. Et la dernière, c'était dans Vampire avec les ragoules qui étaient accros au sang de vampire. Saloperie. Je vous ai jamais vu autant paniquer dans un scénario. Moi, j'étais à 1 point de sang de mourir. Hein. 1 point de sang, c'est terrible. Et donc... je dis une nuée il y a nuée de moustiques, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Chacun. Moi, en gros, il me restait des flèches de feu. Et donc, je dis, je vais tirer, je vais mettre près d'un arbre, enfin, je juge où est la nuée par rapport à un arbre, et je tire ma flèche de feu, qui explose en faisant des flammes. Et ah oui, bonne idée. Et puis, chacun avait un petit pouvoir de feu, je pense. En fait, Florian a balancé une boule de feu, Moustache s'est caché sous l'eau, Val, je ne sais plus ce qu'elle a fait. Elle n'avait pas un sort pour un truc comme ça? Peut-être. Comme ça, je me souviens plus très bien. Elle a fait des moulinets avec son épée. Et Berserk, il a dit non, mais moi c'est bon. Je bouge pas. J'ai des moustiques. Il faisait des moustiques. Je dis ouais, mais c'est pas grave, il passe sous ton armure. Et donc, vous commencez à faire bouffer par les moustiques. Qui, je dis, une fois qu'ils sont bien gorgés de sang, ils s'en vont, ils se regroupent et ils forment une espèce de blob qui tombe sur le sol et qui est pas très dangereux, mais il est juste là et c'est un blob de sang. Et vous voyez qu'il y en a plein partout. Et il y avait plein de blobs de sang un peu partout. Et oui, on a fini par les vaincre. En fait, il n'y a pas vraiment de combat. C'était juste, ils nous prenaient des points de vie. En fait, si jamais vous vous arrêtiez pour vous reposer, là, il serait... Mais je crois qu'à un moment, j'ai quand même fait une halte pour me fabriquer des objets. Oui, sur le bouclier. Sur le bouclier, parce que tu m'avais dit que là, il n'y avait que de la flotte, je ne pouvais pas le faire. Voilà. Donc, je me refais quelques petits objets. Et vous arrivez dans une allée où vous voyez qu'il y a des gens empalés sur des arbres noirs. Et il y a un demi-humain. Il n'y avait pas une main? On n'a pas si, une main la main, bien vu. Oui, si. La main. Il y a un moment où on voit un truc. En fait, oui. Le piège, quoi. Vous voyez, un petit objet brillant qui flotte au-dessus de l'eau. Genre, il y a une espèce de petit tertre avec un truc brillant, puis on se rapproche, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on dirait un médaillon. Et alors là, vraiment, on se regarde tous. Et alors, vous commencez à me faire des trucs, ouais, je prends une perche, j'essaie de taper dessus, je tire dessus, et je dis, ah, il bouge pas, ça marche pas. C'est devenu du Donjons et Dragons pendant un instant, et je crois qu'à un moment, tout le monde s'est dit non, ça pue trop le piège. Et il y a Val. Voilà. Sephiroth qui a dit, bon, allez, j'y vais, j'attrape le machin. Elle attrape le truc, et c'est une énorme main qui fait et qui l'attrape, elle. Et donc, il y a une immense main coupée, dégueulasse, noire et corrompue,
Et le combat n'a pas duré très longtemps, en fait, vous l'avez vu super facilement. Mais c'était une main avec 12 doigts dégueulasse, de la taille d'une camionnette. Et qui lançait des sorts. Et qui balançait Mais des si sorts. j'ai bien compris, dans Elden Ring, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup ça, des histoires de mains. Alors, il y a un fétichisme des doigts absolument incroyable dans ce jeu. Allez. Mais en fait, les représentants des dieux, vous ne l'avez pas encore rencontré, mais c'est une créature qui n'a que 2 doigts. Et d'ailleurs, en fait, le représentant de la flamme exaltée, c'est pour ça que c'est un hérétique, parce que c'est le même, mais qui a 3 doigts. Ah, d'accord. L'horreur. Et en effet, il y a plein d'histoires autour des doigts, il y a des mains géantes, il y a une espèce de culte des mains et des doigts. Les doigts, ça porte les anneaux. Oui. Et oui, peut-être, en fait. Mais voilà, il y a plein d'histoires autour des doigts qui sont des représentants de la volonté suprême. D'accord. Et donc, il y a des versions corrompues de tout ça. Et voilà. Et donc, vous avez une main géante. Tout ça me donne vraiment envie d'acheter Elden Ring, en fait. Faudrait que je Bah, vois s'il n'est pas en promo. Je viens de commencer le remaster de Dark Souls. Ah. Et c'est un peu la même chose. Hein, il est plus dur qu'Elden Ring. Il est moins... il est plus punitif. Ouais. Et la grosse différence que je ressens en main, c'est à quel point Elden Ring est gentil sur la gestion de l'endurance. Dans Elden Ring, tu roules. Ouais. Dans Dark Souls, tu roules une fois et puis après, merde, j'ai plus d'endurance, je peux bouger. Ouais. Ah bah, tu me diras si tu arrives jusqu'à la fin, parce que moi, à un moment, j'étais bloqué. Okay. Bref, parenthèse jeu vidéo terminée. Donc, après avoir vaincu la main à 12 doigts, on arrive dans une clairière où effectivement, il y a des semi-humains. Il y a une espèce d'allée d'arbres. Et donc, vous vous rendez compte que au final, quand vous allez... En plus, vous êtes pris des points de corruption supplémentaires. Et si jamais vous arrivez au bout de votre corruption, vous devenez un horrible arbre noir qui pousse de vous. De vous. Oh mon Dieu, tel est mon destin. Voilà, il y a une petite rencontre avec un demi-humain qui dit « Ouais, Rig, rejoins-nous, nous sommes tous égaux dans la maladie. » Et avoue que j'ai bien fait des trucs de Nurgle. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que j'ai dit « Non, moi j'ai dit j'ai un maître, regardez, il est très bien. » En montrant le berserker qui a des étincelles qui sortent de ses yeux et qui veut devenir le maître du monde. Donc on arrive à une espèce de messe noire, avec que des petits monstres, des semi-humains. Dans ma tête, je me les représente un peu comme les kobolds de Labyrinthe, mais un peu plus grand peut-être. Un peu de ça, ouais. Et d'ailleurs, je me souviens, la dame t'a dit, oui, il a dit plutôt au reste du groupe, vous savez que les demi-humains ont leur taille qui est déterminée par leur position sociale. Puis vous êtes très petit. Oui, je suis très petit, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, oui, il y a un groupe de semi-humains qui vénèrent une statue, oui, bien sûr, une statue toulouesque. Toulouesque avec des doigts. Le visage, ce sont des doigts qui dépassent. Ce sont un petit peu les Wormface dans le jeu, pour ceux qui ont joué. Et je vous dis, et vous voyez, à l'avant, il y en a un qui fait des incantations et il a une espèce d'aura dorée autour de lui. C'est un semi-humain, je vous montre une photo. Et là-dessus, quand vous débarquez, initiative, ils vous sautent tous dessus. Et là, c'est parti. Et vraiment, on se disait... Et là, je fais une carte. C'est rare. On se dit, bon... Excusez-moi. On se dit, il faut les buter vite et bien et utiliser l'effet de surprise au maximum. Parce que on n'a plus beaucoup de points de vie. Moi, j'ai plus pu fabriquer beaucoup de mes trucs. On est vraiment en bout d'aventure, en fin de course. Plus beaucoup de points de magie. Et c'était un peu tendu. Donc, on arrive là, tu commences à... Il y a Berserker qui fonce de nouveau, comme d'habitude. Il traverse tout le champ de bataille et va sur le boss pour faire blam, blam. Et dans mes règles, avoir un groupe contre toi, c'est très désavantageux. Parce qu'en fait, chaque personne supplémentaire se donnent des bonus mutuels. Et donc, quand vous vous retrouvez face à... Ils sont nuls, les demi-humains, face à vous. Mais quand il y en a 3-4 contre vous, ils ont tous 3-4 des bonus, quoi. Ouais. Et au final, ça se passe pas trop mal. Moi, j'ai pu me battre à l'arc. À un moment, il y en a peut-être un qui est arrivé au corps à corps. Et quelqu'un est venu m'aider. Et au final, le boss, le boss se prend, je crois que c'est Moustache qui l'achève d'une flèche, et j'y raconte qu'il s'effondre, et que là vous voyez une ombre qui se crée parce que la statue, c'était pas une statue. J'étais déjà, en fait, parce qu'à un moment tu as dit oui, à ce moment-là tu as été aux toilettes. Attendez, je reviens.
Moi, je savais déjà que c'était la statue, et donc j'avais déjà été chercher dans la boîte avec les figurines pour en prendre une grande. J'ai essayé de vous tromper au maximum. Une de mes solutions, c'était que, évidemment, je ne vous ai pas montré le dessin de la statue comme si c'était un personnage. J'ai juste décrit. J'ai dit, voilà, c'est une statue un petit peu Lovecraftienne. Et sur la carte, j'ai dessiné comme un objet. Oui, Je n'ai pas mis une figurine. Et rien que ça, peut-être que tout le monde n'est pas tombé dans le panneau, mais je crois que Des joueurs débutants, peut-être, seraient tombés dans le panneau, Gilus. Mais nous, hein, alors, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont été un petit peu surpris. Et donc, la statue commence à fracacouille. Elle vous vomit dessus parce que c'est un thème. Elle vomit dessus. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en mode j'esquive. À chaque fois que le truc se déplaçait, j'allais plus loin. Je tirais à l'arc. Mes flèches rebondissaient. Mais j'utilisais là tout ce qui me restait. Et j'avais d'ailleurs une putain de bonne flèche de givre ou d'éclair, je sais plus, que j'ai loupé. J'ai loupé mon jet, j'étais mauvais à ce moment-là. Et quand elle se réveille, il y a Berserk qui est juste au corps à corps. Et elle fait go. Ah oui, elle l'avale. Donc, en fait, c'est je l'ai appelé l'apôtre de la maladie, tout simplement. Et Berserk se fait bouffer. Et je lui raconte, voilà, il prend plein de dégâts, il était super mal. Hein. C'est votre tank, mais il s'en est pris plein la gueule. Et paf, tu te prends en plus des points de corruption. Et vous commencez à mission sortir Berserk de sa bouche, sinon il va mourir. Ah bah oui. Et... Mais je sais plus comment on a fait, je t'avoue. Parce que moi, sur le moment, je me disais, je peux rien faire à part tirer sur la créature. C'est peut-être le prophète qui s'est... Alors, si je me souviens bien, ce qui s'est passé, c'est le petit conseil jeu de rôle que je vais vous donner. Il y avait donc le personnage de Val Sephiroth, un sort qui fait apparaître une grosse épée bleue magique au-dessus de sa tête, et si jamais il se prend un coup, l'épée fonce sur le gars, donc c'est une espèce de contre-attaque qui est très méchante, mais très très méchante. C'est une revanche. Et voilà, et Val fait une réussite critique à son jet d'attaque, et je lui dis, ok, si tu veux, on considère ça comme une réussite normale, mais tu arrives à utiliser ça pour sortir Berserk de la bouche. Non, j'avais complètement oublié ça. Et donc, petit truc, on n'est pas toujours obligé de doubler les dégâts. Peut-être que parfois, vous pouvez dire, ok, tu fais tes dégâts normaux, mais en même temps, tu désarmes l'ennemi ou quelque chose comme ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Et en effet, le truc recrache Berserk, et je vous en mets quand même plein dans la gueule. Oui. Mais au final, après un certain nombre de coups, je me souviens plus qui donne le coup final. Je sais plus. Il me semble qu'à un moment, je me dis pendant la partie, putain, je vais être le seul, ça va être moi le chevalier de la table ronde. Chevalier babouche. Parce que j'étais le seul qui allait survivre. Mais c'est peut-être Sephiroth, à nouveau, qui avait donné le coup final. Mais vous arrivez à abattre ce truc. Les demi-humains prennent peur à la mort de leur dieu et s'en vont. Et vous gagnez un autre sort qui vous permet de soigner la maladie, la corruption. Et c'est de nouveau moi qui l'ai eu. C'est toi qui l'as eu. Je suis en train de devenir un magicien artisan, quoi. T'imagines le personnage de malade, un magicien artisan qui tire à l'arc. Je me mets encore quelques points en esquive et je suis le personnage le plus important du groupe. Il me semble qu'il y a un moment où le machin t'est tombé dessus et j'ai cru que t'allais crever. Ah bon ? Tu t'es pris un moment, en fait, oui, il y a un moment où il t'a foncé dessus et tu as été à 1 ou 2 points de vie de mourir. Le personnage de Florian... Oui, parce que j'ai dû manger les graines... Ouais. Et le personnage de Florian a été à 1 point de vie de mourir aussi. Je vous ai quand même mis plein la gueule. Donc Prophète à terre, Babouche à terre. Et les autres ont fini quand même par arriver à l'achever. Je crois que Moustache s'est un petit peu retrouvé dans son personnage. C'est juste, il a plus d'attaques, il fait énormément de dégâts. Point. C'est très bien pour Moustache. Je crois que ça le botte. Et tout le monde est un petit peu récité avec les derniers grains de la grenade. Vous retournez au croisement, je vous dis que la vieille est plus là. Et là, il y a les deux qui nous attendent. Il y a les deux qui vous attendent. La jeune fille bossue et Dame Ménira. Dame Masque. Ouais. Et en gros, Ménira vous dit, ben voilà, venez avec moi à la table ronde où je vous donnerai, vous aurez toutes les cartes en main pour devenir seigneur d'Eldon. Et Ria vous dit, mais non, en fait, la table ronde est basée sur un mensonge. À quoi ça sert que les sans-éclats cèdent les uns les autres, vu qu'au final, il y aura un seul seigneur d'Eldon.
Et elle vous dit, moi je représente le manoir du volcan. Nous ne nous cachons pas du fait que les sans-éclat sont là pour s'entretuer. Ouais. Et à votre avis, cher voyeur, Il y a eu une longue discussion. connaissant le groupe, que s'est-il passé? Dam, 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 dam. Et donc, immédiatement. vous devriez arrêter d'écouter Gigi avec son berserker. Non, mais c'est-à-dire que quand Gigi dit de la merde, on lui nie la gueule. Mais là, sur le moment, je me suis dit, et c'est l'histoire de Gobtopia à nouveau. On peut se dire, oui, on va faire les gentils, on va faire la quête principale, normale, ou alors on peut faire les méchants. Et là, moi, j'avoue que je me suis dit, je vais jouer Babouche. Bah, le berserker, c'est mon maître. Donc je dis, je vais suivre maître. Et donc, berserker dit, ouais, moi je veux aller au manoir du volcan, ils ont bien raison, et tout, et tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui vous lui demandez, vous vous rendez compte qu'elle a une apparence illusoire, Ria. Et c'était pas toi, non, c'est à Florian. C'est pas moi. À qui j'ai montré sa véritable apparence, qui est un serpent. Ah, qui est un serpent. Oui, c'était ça, il l'avait raconté. Et ouais, donc vous dites, ouais, non, on va au manoir du serpent, du volcan, qui est aussi un petit peu le manoir du serpent. Et donc, oui, bah, ça va. D'une certaine manière, c'est pas faux. Ouais, bien sûr. Et je suis un peu embêté parce que si je fais un troisième scénario, il faut que je prévoie 2 débuts différents. Pour ceux qui ont été... Après, il y a moyen que je ramène ça à une même mission, mais je dois écrire les 2 débuts différents avec des PNJ différents. Paye tes fins différentes. Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, tu rejoins les 2. Tu rejoins et la table ronde et le manoir du volcan. Et je me suis dit, ouais, c'est plus sympa si c'est une espèce de choix de pensée. Ouais. Et voilà. Et donc là, notre prochaine aventure, nous irons au manoir du volcan, rencontrer encore plein de personnages qui vont nous faire « avec moi le seigneur d'Elden !» Si je fais une suite, on verra. C'est pas certain à 100%. Mais honnêtement, je suis très content de ce scénario. À nouveau, il est disponible gratuitement en PDF dans la description. Ben oui, non, sympa. J'aime bien cette ambiance étrange de ce monde. Ouais. Comme je disais, ça me donne envie de jouer aux jeux vidéo, mais bon, il faut que je trouve le temps. Et si jamais on ne devait plus rejouer à ce jeu, je serais bien triste. Parce que Babouche... Mais je te dis, d'en faire dans un autre jeu de rôle, vraiment l'artisan, mais aventurier. L'artisan de l'extrême. Le mec qui a son gros sac à dos qu'il peut ouvrir et il a les potions, il a son matos pour fabriquer des trucs. Il y a quelques jeux de rôle qui font ça, et moi j'ai toujours adoré cette idée. Franchement, toujours un ingénieur nain... un truc comme ça, des maîtres des runes dans Warhammer. Fabriquer des objets magiques pour les autres. Alors, qui a le plus... J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré. Et voilà, on a fait le tour, je pense. Que dire? Que préparons-nous pour la suite? J'ai recréé vos personnages de Donjons & Dragons dans le système Daggerheart. Ouais. Il faut dire qu'ici, bon, déjà on vous revient un peu tard, mais qu'hélas, en plus, ces 2 derniers mois ont été un peu perturbés point de vue des jeux de rôle. On n'a pas pu beaucoup renouveler notre escarcelle. Sinon, Rêve de gloire continue. Ouais. Je pense que dans moins d'un mois, dans un mois ou dans moins d'un mois, on pourra vous faire un peu la suite de Rêve de gloire. Kingdom of Death, le mois prochain, on a trouvé une date normalement. Ah oui. Et il y a aussi un petit scénario sympathique où tu vas jouer un chien dans pas longtemps. En actual play. Mais sinon, on parlait d'éventuellement, si maintenant les scénarios ne suivent plus, refaire des vidéos de conseils de jeux de rôle. Fois prochaine, de manière certaine, on va continuer les conseils de la dernière fois. Je vous rappelle, on avait dit oui, on va faire en 2 vidéos. Et donc le mois prochain, on continuera les questions et je en prendrai quelques-unes dans les commentaires d'ailleurs. Eh ben oui. Et sinon, oui, moi je pense à 2-3 petits trucs, mais c'est difficile d'avoir tout le monde. Hein. Oui. Le temps avançant, ça devient difficile d'avoir tout le monde. Le temps ne fait rien à l'affaire. Le temps ne fait rien à l'affaire. Ah. Bouh, Halloween! Mais c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent me voir pour dire ouais, j'étais au collège, je vous regardais. Et maintenant, je suis adulte, je dis, ouais, putain, on est vieux, quoi. Ouais, ma mère vous regardait quand elle était enceinte de moi. Voilà. Oh. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait l'histoire quand il est 20. Ça fait 12 ans, je pense. Ouais. Quand tu regardes les tout premiers, putain, on n'a pas la même gueule. Hein. Non, non, pas vraiment.
Mais bon. Si vous appréciez ce que l'on fait, n'hésitez pas à aller voir le Tipeee. Ah oui, un petit Tipeee, ça fait toujours du bien par où ça passe. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Ben oui. On vous revient normalement dans un mois. Hein. On va essayer de s'y tenir quand même pour une fois. En plus, on a le sujet. Pour, j'allais dire pour de nouvelles aventures, mais pas pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux conseils et des nouvelles réponses à vos questions. Tout à fait. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Et vivez bien, vivez avec passion.